À Paris, nous retrouvons Yara et Moussa en pleine patrouille. Oui, j'écoute. Soudain, leurs collègues de Dijon les appellent en urgence. Dans une supérette toute proche, un voleur vient de passer à l'action. Donc on a un nom de code, donc c'est le J4, qui indique que c'est vraiment une personne qui peut être difficile à gérer. Pas de temps à perdre, en quelques minutes, les gros bras arrivent sur place. On va voir comment ça s'est passé si la personne qui a volé est encore dans le magasin. Yara fait le tour des rayons. Aucune trace du voleur. Trop tard, les employés qui ont tenté d'intervenir sont encore sous le choc. Donc on l'interpelle, il a été presque agressif même parce qu'il a essayé de nous donner des coups. Et puis voilà, il a fui, il est parti quoi. Okay. Yara vérifie aussitôt si la scène a été filmée. J'essaie d'avoir une image de la personne qui a volé, pouvoir la mettre sur les archives et qu'il soit au moins affiché dans tous les Franprix. Voici les images tournées par les caméras du magasin. On y voit les employés qui tentent de s'interposer. Donc on voit la personne, donc là on a pris les images déjà de la personne et on va justement le mettre sur le rapport, donc vous voyez très bien qu'il force. Donc c'est vraiment qu'il a quelque chose à se reprocher et qu'il a vraiment volé quelque chose. Donc là il y a vraiment violence envers un employé, donc ça sera très compliqué pour lui. L'homme a forcé le passage. Pour violence volontaire, il risque jusqu'à 1 an de prison. Malgré leur rapidité, Yara et Moussa n'arrivent pas toujours à temps. Alors bien souvent, les employés sont obligés de s'interposer, quitte à prendre des risques. Il y a quelques semaines, dans cet autre magasin, le responsable tente de retenir un voleur. L'individu, avec une bouteille d'alcool à la main, ne veut rien entendre et se montre menaçant. Courageusement, le patron de la supérette essaie de le bloquer, mais l'homme se débat et s'évanouit dans la nature. Les vigiles et les caméras ne suffisent pas toujours. Alors de plus en plus de commerçants ont adopté une méthode originale venue des États-Unis pour dissuader les voleurs. Direction le sud de la France. Dans le centre-ville de Toulon, la patronne de cette boutique de vêtements a décidé de frapper fort. 2 ans après avoir ouvert son commerce, Nathalie ne décolère pas. Tous les nouveaux modèles sont descendus là. Oui. Ok. Nathalie vend des vêtements et accessoires haut de gamme. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Des articles de luxe qui attirent la clientèle, mais attisent également la convoitise des malfrats. Il y a quelques mois, un couple de voleurs a ruiné son chiffre d'affaires. La scène a été captée par les caméras de la boutique. Voilà. La femme du voleur commence par détourner l'attention de Nathalie. Donc là, vous voyez sa complice, ici, au premier plan. La complice se trouve ici. Elle me demande une pièce à essayer en 42. Donc je l'amène en cabine, ici. Je pose le vêtement. Donc à ce moment-là, elle est en cabine. Et ce monsieur attendait sa femme, donc il était ici. Et il avait sur le côté, il tenait une veste comme ça. En quelques secondes, le mari passe à l'action. Il a laissé son bras en l'air comme ça pendant un moment. Il a pris le sac, il a mis sous son manteau et il est parti. Entre-temps, il avait pris celui-ci. Oui, ça c'est Kevin qui s'en est aperçu en visionnant, parce que ça on l'a pas vu tout de suite. L'homme s'échappe discrètement avec les 2 sacs les plus chers du magasin. Il y en a pour 3 000 €. Nathalie et ses vendeurs, occupés à servir d'autres clients, n'ont rien vu. Une perte sèche pour cette commerçante. Chaque fois que je revois cette scène, j'ai mal au cœur.
J'étais assurée pour le vol à l'étalage, mais il n'y a pas d'agression, il n'y a pas d'effraction, donc ça n'a pas été pris en compte. Oui, moi, c'est lourd parce que j'ai des employés, c'est une petite structure. Quand on se fait voler, pour nous, c'est terrible. C'est terrible. Traumatisée et en colère, d'autant que le voleur n'a pas été retrouvé. Alors Nathalie a décidé de réagir. Désormais, voilà ce qu'elle affiche sur sa vitrine. Les photos du voleur à visage découvert. Nous les avons floutées. Je fais ça parce que je me dis que de toute façon, il reviendra, puisque ça s'est très bien passé pour lui. Donc il va revenir renouveler son stock, si je puis dire. Et là, il va bien voir que non, qu'il ne rentrera pas. Donc voilà, il est fiché. Pour moi, il est fiché. Je l'ai fiché. Depuis, le couple ne s'est jamais représenté. Une dénonciation publique qui ne choque pas du tout les clients ce jour-là. Comme ça, il pourrait être retrouvé. Hein. Et au moins, s'il se voit, il va perdre la figure, comme on dit ici. Voilà. Ni plus ni moins. Ça ressemble au Wanted des westerns. Voilà. Je ne sais pas si ça a de l'effet, mais il faut être courageux. Parce qu'elle risque des représailles. Mais plus que des représailles, c'est à la justice que Nathalie risque d'avoir affaire. Car cette méthode n'est pas vraiment légale. Même si de plus en plus de commerçants y ont recours. Sur la devanture des pharmacies ou à la caisse des bars, les clichés de voleurs se multiplient. Une pratique inspirée d'un véritable phénomène né aux États-Unis, le doxing. Cela consiste à révéler la vie privée de quelqu'un sur Internet. En France, la tendance a été rebaptisée « Balance ton voleur ». D'ailleurs, Nathalie ne s'est pas privée de publier aussi les photos sur les réseaux sociaux. On a eu beaucoup de partages et beaucoup de gens qui nous ont soutenus, qui nous ont approuvés et qui ont dit leurs propres commentaires. Le souci, c'est que tout cela est totalement illégal. Quand cette photo a été prise, il a déjà un SAD. Les commerçants qui tentent de se faire justice eux-mêmes s'exposent à des poursuites. En effet, le voleur peut porter plainte. Le détournement de la vidéosurveillance pour de telles pratiques est passible de 5 ans de prison et 300 000 € d'amende. Il peut aussi y avoir atteinte à la présomption d'innocence ou à la vie privée, avec des peines jusqu'à 1 an de prison et 45 000 € d'amende. Nathalie assume totalement cette prise de risque. Elle la revendique même devant ses clientes. On me vole et je n'ai pas le droit de mettre le coupable en vitrine. C'est pour ça que c'était ma façon d'exprimer ma colère en disant tu vas avoir ta tête placardée sur mes 2 boutiques et au moins tu reviendras pas. Mais pointer le voleur du doigt devant tout le monde, est-ce vraiment efficace pour lui mettre la main dessus? Merci mesdames, merci beaucoup. À nos frontières, une expérience plus officielle semble donner de sacrés résultats. Les vidéocrimes de la police belge. À la requête du parquet de Liège, la police nous demande de diffuser l'avis suivant. Le dimanche 3 Lancé septembre en 2012, 2017 à 23h15 ces avis de recherche à cartonnent Herstal, sur Internet. un vol à main armée a Diffusé été par la commis police, dans un magasin il de montre nuit les voleurs en situé pleine rue action. Ferdinand Nicolaï. 2 individus entrent dans le commerce. Le premier auteur menace directement l'employé à l'aide d'une arme à feu. Ils Ici, obligent par la exemple, victime à se mettre 2 au jeunes sol, braquent une et le supérette. second auteur se charge de voler les billets dans la caisse. Choqué, la victime se relève malgré le danger, mais il finit par se raviser compte tenu des risques encourus. Une fois À la les fin butins de en chaque leur vidéo, possession, les le auteurs portrait prennent la robot des fuite. suspects. Le premier auteur est de corpulence mince. Il porte des lunettes solaires au moment des faits. Il était Nous vêtu avons d'un sweat à flouté ces capuche de malfrats, couleur claire, mais dans d'un le clip pantalon de original, training bleu leurs de marque visages sont Adidas exposés et au de grand chaussures public. noires. Objectif, recueillir des témoignages. Le deuxième auteur est de corpulence mince. Il a un nez long et fin. Au moment des faits, il portait un gilet à capuche gris foncé. En moyenne, la police belge lance un avis de recherche par semaine. Plus de 300 vidéos comme celle-ci sont vues par des milliers d'internautes. L'auteur est âgé d'environ 25 ans. Il mesure entre 1,65 m et 1,75 m et est de corpulence mince. Ces clips permettent de retrouver les auteurs des faits dans 70% des cas. Si vous reconnaissez ces individus ou si vous avez des informations sur ce fait,
Veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit. Des avis de recherche dignes du Far West. En France aussi, où l'on compte 7 braquages par jour en moyenne, la méthode séduit de plus en plus de commerçants. Mais certains n'hésitent pas à aller encore plus loin et à jouer les cow-boys. Dans un quartier chic de Paris, voici la boutique de Gérard, bijoutier depuis 30 ans. Gérard vend des montres de luxe, des modèles que les passionnés s'arrachent jusqu'à 10 000 € pièce. La cheminée, la 1680, comme là, mais c'est une femme qui est très in et qui porte une Sidwaller Tritium. Quelle année déjà? 91 91. 91. Cadran d'une patine assez exceptionnelle. C'est un bijou. C'est plus des montres, c'est des œuvres d'art. Ici, chaque vitrine abrite une petite fortune. Et malgré les sas de protection et les caméras, et là, vous avez le poste vidéo PC. Gérard le sait, sa profession est l'une des plus dangereuses qui soit. En moyenne, une bijouterie se fait braquer chaque semaine en France. En céramique. Des attaques en hausse l'an dernier, souvent violentes et rapides, comme on peut le voir sur ces images de vidéosurveillance diffusées sur Internet. Ici, comme souvent, les voleurs passent le sas de protection en se faisant passer pour des clients ordinaires. Au bout de quelques secondes, l'un d'eux dégaine une arme. Le patron de la boutique se bat, au risque de prendre une balle. Les assaillants se mettent à deux pour le maîtriser, pendant que l'un d'eux pointe un pistolet sur la tête du gérant. Son complice rafle pour des milliers d'euros de bijoux en moins de 3 minutes. Des braquages, Gérard en a déjoué plusieurs. Il faut dire que le bijoutier n'est pas du genre à se laisser impressionner. Dans son arrière-boutique, voilà ce qui attend les voleurs. Un véritable arsenal. On a un fusil à pompe. Tout est déclaré. Le commerçant réserve une autre surprise à ceux qui tenteraient de s'attaquer à ses vitrines. Ce flashball. Ça, c'est une arme qu'utilise la police dans les manifestations. C'est redoutable. Voilà, ça fait très mal. Il paraît que c'est une droite pleine face de Tyson. Si j'ai un couteau devant moi, je vais peut-être pas tuer. Je vais mettre ça et ça neutralise. C'est un choix. Et Gérard ne s'en cache pas. Il a encore plus lourd. Ça tient. Ce revolver à la ceinture. Le gros avantage de cette arme, c'est que ça se voit pas beaucoup. Vous pouvez la mettre dans une poche et ça doit peser 500 grammes chargé. Le bijoutier dispose d'un port d'armes en règle. Elle est prête à partir, double action. Voilà. Et c'est un choix. J'ai décidé d'être armé. Voilà. J'ai une détention à titre de défense parce que je fais un métier très dangereux. Avec des renouvellements tous les 5 ans. Tout le problème, quand on est armé, c'est de garder son sang-froid. Car en cas de braquage, tout va très vite. Comme lors de ce hold-up chez un bijoutier italien. Deux jeunes se présentent et pointent une arme sur le commerçant qui file aussitôt dans sa remise. L'un des braqueurs ramasse les bijoux devant une cliente apeurée. Quelques secondes plus tard, son complice ressort en vitesse. Le bijoutier est armé et mène la contre-attaque. Seulement, comment éviter le pire si en face le malfrat est déterminé? Il y a quelques semaines, Gérard a justement dû faire face à un braqueur plutôt endurci. Je lui dis, que voulez-vous? Et là, il me sort une arme qui l'arme et qui me pointe sur le cœur, quoi. Gérard n'a pas le temps de dégainer, il est plaqué à terre impuissant sous la menace de son braqueur. Quand vous avez un fou qui garde le doigt sur la gâchette, le premier dialogue, c'est de lui dire « Ok, t'es le boss, t'es neutralisé. Je suis neutralisé, enlève ton doigt de la gâchette. » L'individu rafle une trentaine de montres au total, 100 000 € de préjudice. Le braquage dure 2 minutes et 40 secondes, pas plus, avant que le voleur ne prenne la fuite. Ce jour-là, Gérard a choisi de ne pas se servir de son revolver. Ça s'est bien passé. C'est un braquage qui s'est bien passé. Ça aurait pu dégénérer. Une situation qui dégénère,
comme dans l'affaire du bijoutier de Nice. En 2013, ce commerçant a abattu l'un de ses braqueurs, un adolescent de 17 ans, touché dans le dos, alors qu'il prenait la fuite. Il sera jugé cette année pour meurtre. Au cœur des débats, la notion de légitime défense, très encadrée par la loi, est souvent difficile à prouver par les commerçants. La légitime défense en France, il faut d'abord qu'on vous tire dessus, qu'on vous rate. Ensuite, vous pouvez riposter. Mais si l'individu se tourne, c'est fini. Vous êtes condamné. Parce que vous n'avez pas tiré dans le dos d'un malfaiteur qui s'échappe. Voilà. Concernant Gérard, son braqueur a finalement été arrêté quelques semaines plus tard. Les montres avaient été vendues entre-temps. Mais ces braquages à 100 000 € restent exceptionnels. Le quotidien des commerçants, c'est l'explosion des petits vols par nécessité, commis par des clients en situation économique précaire. Ce matin-là, près de Cahors, nous retrouvons Patricia. La spécialiste qui a déjà épinglé des centaines de voleurs à son tableau de chasse. Bon, voyons, on fera un petit tour d'horizon. Là, cette heure-ci, il faut avoir l'œil partout. Au rayon épicerie, ça, j'aime pas. Cette cliente attire son attention. Elle a encore la main dans la poche de course. Et elle regarde à gauche. La tête chercheuse, elle regarde. Pourquoi elle regarde les gens, ce que les gens font, là? Là, moi, je prends un article, je le pose dans mon sac, je garde pas la main à l'intérieur. Ce petit détail met immédiatement Patricia en alerte. J'ai gros doute. Là, elle tourne le dos, là. Là, elle a encore la main dans la poche. Le petit coup d'œil. Et là, elle charge. Elle charge. Hop, là, elle a enlevé des sachets, elle est en train de mettre les sachets dans son sac à main. Là, elle a chargé. Là, j'ai vu. Donc là, je vais y aller derrière les caisses parce que je voudrais pas qu'elle sorte sans achat et je voudrais pas la rater. Patricia fonce vers les caisses pour l'intercepter. Là, il cherche une caisse, là. Elle cherche une caisse pour vite partir, là. Alors moi, je n'interviens pas avant qu'elle ait franchi la caisse. Je vais intervenir une fois qu'elle a son ticket de caisse dans les mains. Pour tromper la caissière, la cliente paye quelques produits déposés sur le tapis. Et elle va montrer son sac, comme quoi son sac est vide. En tant comme une bonne cliente. Elle a son ticket, c'est bon. Bonjour madame, je suis l'agent de sécurité, je vais vous demander de me suivre pour un contrôle s'il vous plaît. Je vais vous demander un contrôle de votre sac à main madame. J'ai des caméras, hein. J'ai tout vu. Un peu surprise, la cliente s'exécute, mais rapidement, le ton monte. C'est de la nourriture. Oui, mais enfin, c'est des produits de première nécessité, madame. Ah ouais, les produits pour le chiotte, ça, c'est de la nourriture. La dame se défend, elle l'aurait volé pour se nourrir. Vous avez fait une bêtise, vous l'assumez, point barre. J'assume. Moi, j'ai un travail à faire, je le fais. C'est pas une raison d'humilier les gens. C'est du vol à l'étalage, madame. C'est l'article 73 du Code de procédure pénale. Donc, soit on fait les papiers, soit j'appelle les gendarmes, c'est eux qui le feront. Et oui, putain, il faut y penser avant, entendez, madame. Vous venez avec moi, madame, s'il vous plaît. Alors, que va-t-il advenir de cette cliente? Voilà, donc je vais vous demander vos papiers, s'il vous plaît. Patricia lui propose de remplir cette simple reconnaissance de vol. Merci. Mais elle la met en garde. Alors, je vous explique. Je remplis une procédure simplifiée. Cette procédure simplifiée, vu que vous allez régler la marchandise, on ne va pas la transmettre au tribunal pour cette fois-ci. Donc, ça va rester au magasin. Si par hasard, vous étiez reprise pour vol dans ce magasin-là ou celui de Puy-l'Évêque, celle-ci et le prochain vol seront transmises au procureur de la République. D'accord ? À la moindre récidive, le magasin portera plainte. En attendant, la dame doit régler la facture. Je t'écoute. 21,98. D'accord, je te remercie, tu mets le ticket en attente. La dame consent à payer, mais n'en démord pas. Ici, je vais vous demander. De toute façon, c'est pas des culottes, ni des robes, Ça fait ni rien. quoi que ce soit. Non, j'ai piqué de la bouffe. Mais ça et fait des Nutella rien. pour mes gamins. Mais d'accord ça fait rien, Mais ça reste du vol. Mais peut-être, On est mais bien le d'accord. procureur, il peut rien vous faire. Oh, parce que si, vous inquiétez pas. Cette mère de famille n'a aucun remords. RSA, pas de thunes, la galère permanente. Des enfants, je suppose. Des enfants. Je suis contrainte de piquer pour manger. Là, je le fais régulièrement, c'est pas la dame qui va m'inviter.
la dame, elle n'est pas là tout le temps. Et que... Non, mais la dame, elle a les caméras aussi à distance. J'aimerais trop dire à la caméra. Ah bah dites-le, hein. Dès que Patricia aura le dos tourné, la cliente recommencera. La spécialiste du vol a encore du pain sur la planche. Le comportement de cette dame me met en colère. Parce qu'en plus, ouvertement, elle dit que ça fait 3 ans qu'elle vole dans ce magasin-là. Et ouvertement, elle dit que je ne l'arrêterai pas et qu'elle continuera à voler. Ben moi, j'appelle ça... Enfin, c'est honteux, quoi, c'est honteux. Patricia se passerait bien de ces voleurs à la petite semaine, qui mobilisent beaucoup de son temps. Car en ce moment, elle a plus grave à gérer. Des délinquants de haut vol qui dévalisent ses rayons et qu'elle a bien du mal à attraper. Le lendemain matin, alors que Patricia fait sa tournée d'inspection, mauvaise surprise. Ça, c'est mauvais signe. Un pull rouge dans un panier abandonné. Souvent, les voleurs prennent un panier à main comme ça, parce que c'est plus facile pour charger. Ils se mettent dans un endroit, ils mettent un textile pour cacher la marchandise dedans, et après ils s'en débarrassent. Ça, c'est pas une bonne chose, donc j'allais voir les caméras. Patricia remonte aussitôt pour mener l'enquête. Donc 15h15, j'ai mis de regarder le textile. En rembobinant la vidéo, elle découvre un client au comportement suspect. Donc là, il y a l'individu, là, qui a un panier. Et là, il va mettre un textile sur le panier. Le fameux pull rouge pour camoufler le vol qu'il s'apprête à commettre. Et il arrive à la tête de gondole. Et après, il va charger au textile. L'homme peut maintenant dissimuler son butin. Voilà, on met bien dans le pantalon. La tête chercheuse, toujours. Hein. Allez, on ferme bien le blouson. Après seulement 3 minutes dans le magasin, l'homme s'éclipse. Voilà, il sort à travers caisse sans achat. Voilà, et il s'en va. Patricia, furibarde d'avoir manqué ce voleur, vérifie dans le rayon ce qu'il a dérobé. C'est pas là, c'est là. Voilà. La marasée. Donc ça peut être 8 paquets de 2 à 33,90. L'homme a donc volé pour 250 € de la marasée en les dissimulant dans ses vêtements. Mais Patricia n'a pas dit son dernier mot. J'ai peut-être une autre astuce, c'est que j'ai une autre caméra qui donne sur la sortie du personnel quand il débauche. Grâce aux dizaines de caméras, elle retrouve la trace du voleur. Le voilà. Sur le parking du magasin. Et au bout de quelques minutes... Donc là, il devait être garé à côté du drive, je pense. Donc là, c'est bien l'homme à la doudoune. Donc, j'ai bien sa voiture. L'homme commet alors une petite erreur. Voilà. Là, j'ai la plaque. Patricia prévient aussitôt la gendarmerie. Oui. Je vous appelle car on vient d'avoir un vol assez important. Oui. Et j'ai la plaque de la voiture. Je vous écoute. P. Le résultat ne se fait pas attendre. Ce sont des Roumains. Il y en a du 40 a priori. Ah, donc j'en pas pris dans les Landes. L'homme fait probablement partie de ces réseaux venus des pays de l'Est qui écument les supermarchés en ce moment. C'est une organisation où ils sont plusieurs, ils dépouillent les magasins donc de produits, de lames, d'alcool. Et soit ils envoient ça au pays parce que c'est vendu beaucoup plus cher, ou alors c'est de la contrebande, voilà, des produits contrebande, et puis c'est très prisé, quoi. Donc voilà. Et quand ces réseaux ont un rayon en ligne de mire, vous allez voir qu'ils ne font jamais les choses à moitié. La fréquence du signal lui indique s'il brûle. Donc là, on a 4 barres. Non, ça y est, elle est bon. Elle est passée. Plus il va s'intensifier, plus on va se rapprocher du véhicule. On va certainement toucher au but. Et dans cette rue, bingo. Et puis donc, on est en train d'augmenter progressivement. Le signal s'enflamme. La Mégane volée est là, à quelques mètres. D'après le signal à radio, ça serait dans la voie sans issue qui se
trouve juste sur la droite là. C'est une impasse, donc moi je ne peux pas m'engager dedans. Après, il faut qu'on fasse appel aux forces de l'ordre pour pouvoir pénétrer, parce que c'est un lieu privé également, donc on ne peut pas se présenter comme ça, quoi. Ses collègues restés au bureau préviennent le commissariat le plus proche, qui apparemment intervient régulièrement à cette adresse. Le chemin que j'aurais indiqué, ils connaissent ça. Ouais, ah d'accord. J'ai pas eu besoin d'appeler. D'accord, ok. Ouais, ils connaissent. Il s'agit en réalité d'un camp de gens du voyage. Et quelques minutes plus tard, Philippe voit débarquer un nombre impressionnant de policiers. Bonjour. 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 Non, on va y aller ensemble, c'est bon. Ouais, là, Il se joint à eux et s'engage dans la fameuse impasse, équipé d'une caméra discrète. Une fois dans le camp, il ne va pas chercher la Mégane très longtemps. Là, t'as Elle est là, devant lui, mais difficile de la reconnaître. Elle est en pièces détachées, Philippe n'en revient pas. Il n'y a plus de porte, il n'y a plus de coffre, les numéros ils sont limés, il y a la plaque d'IMAT encore sur le pare-choc. Elle est dézinguée, mais ils l'ont fait depuis le milieu d'après-midi. Il a suffi de seulement quelques heures au voleur pour en retirer toutes les pièces. Du moteur au plus petit accessoire, la voiture a été méthodiquement démontée. C'est un truc de ouf, hein, comment ils ont démonté vite. Hein. Parce que ça a commencé très tard. Hein. D'après un policier présent sur place, la vente de pièces détachées d'un véhicule comme celui-là rapporterait autour de 7 000 €. Et manifestement, des véhicules volés, ici il y en a d'autres. Ah, il y en a une autre voiture, je sais pas ce que c'est, ça, elle est coupée aussi là. Ils ont coupé le toit, ils ont coupé... Il y en a partout, il y a des mitrains, des moteurs. Tu veux quoi un moteur? Tu veux quoi comme moteur? Philippe aurait préféré rapporter le véhicule à son propriétaire. Mais face à lui, les voleurs sont rapides et bien organisés. Bah, ça y est, on a trouvé la voiture, enfin ce qui reste de la voiture, c'est une carcasse. Vous doutiez un petit peu de... Bah, vu le véhicule, oui, on se doutait un petit peu que ça allait se terminer malheureusement comme ça. Tout ce qui est numéro de série qui peut identifier la voiture a été limé ou meulé. Bah, c'est un peu décevant parce que nous, ce qu'on recherche, c'est une voiture entière. C'est pas une voiture en morceaux. C'est des pros. Bah voilà, c'est des produits démontage. Pas de chance pour le propriétaire qui va devoir faire appel à son assurance. Sauf contrat spécifique, il sera remboursé au prix de l'Argus. Au total, 2 voitures, des pièces détachées et un scooter volé sont saisis. Mais faute de preuves, impossible d'imputer ces vols aux individus présents sur place. Il y a un fléau que les gendarmes de Saint-Maximin ont beaucoup de mal à combattre et qui fait régulièrement la une de la presse locale, les cambriolages. Avec plus de 6500 plaintes par an, près de 20 par jour, le Var est l'un des départements les plus touchés du pays. Il faut dire que ces maisons isolées et ces petits villages huppés en font une cible idéale. Et depuis quelques semaines, une nouvelle équipe dévalise le secteur. Des cambriolages à répétition quand les propriétaires sont au travail. C'est Jérémy, ce Marseillais de 29 ans, le plus jeune enquêteur de la brigade, qui est chargé de l'affaire. T'as vu là que t'as pas de signature du tout? C'est une esquisse. D'accord. Ce soir-là, Jérémy vient d'être appelé pour un nouveau cambriolage. Et alors qu'il se rend sur place pour démarrer son enquête, il reçoit cet appel. Alors attends, parce qu'on m'a déjà contacté en... C'est pas le même que le début de soirée? D'accord. Un second cambriolage, juste à côté du premier. Ah, c'est le voisin de celui c'est lequel je vais aller. Tu m'as dit le numéro? Ok. Bon, bah écoute, ouais, effectivement, ça colle tout à fait avec l'autre. On a certainement un voisin du cambriolage chez qui on devait aller, qui a été cambriolé aussi. Nous n'avons pas fait 15, on en fait plusieurs. En espérant que ça s'arrête là, mais on verra. Je fais les photos, moi. Ça va. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Dans la première maison, le propriétaire a découvert les dégâts en rentrant du travail. Ça serait passé cet après-midi, c'est ça? Moi, je suis revenu ici à 18h15. D'accord. J'ai juste refermé la porte. Les cambrioleurs sont entrés par cette chambre en forçant la baie vitrée. Mais ici, pas de traces visibles ni d'empreintes. Je te laisse regarder là, Julie. On va, avec le monsieur, il va nous montrer la suite. Voilà, donc le premier truc que je viens en arrivant, c'était ça.
D'accord, à partir de là, l'autre côté, rien du tout. Il y avait un appel apparent, rien n'a été ouvert, voilà. Il n'y a rien de fouillé là-bas. Non, ça c'est sûr. Les malfaiteurs se sont concentrés sur les chambres et la salle de bain. C'est souvent là qu'ils trouvent ce qu'ils recherchent, des bijoux. Ici, ils ont volé une montre de plus de 3 000 €. Là, vu comment la maison est fouillée, ils cherchent des bijoux. Ils ne s'emparent pas des objets multimédia, apparemment. Pourquoi les bijoux? Parce que c'est facile à revendre, ça coûte cher, donc les montres également. Donc. Des cambrioleurs qui frappent en quelques minutes. Difficile de les coincer en flagrant délit. Quand on a un secteur aussi large, on ne peut pas être de partout à la fois. On essaye de s'orienter dans des zones où on pense que ça peut être utile, mais bon, voilà, ça va tellement vite et puis ça semble tellement facile aussi, donc voilà. Et en une seule journée, ces délinquants peuvent empocher un joli magot. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Quelques mètres plus loin, dans la deuxième maison cambriolée, le bilan est beaucoup plus lourd. Vous avez des bijoux de valeur, monsieur? Oui. Des montres, des colliers, des alliances, des bagues, beaucoup d'oreilles, enfin voilà quoi. Donc que des bijoux, à première vue, du moins. Que et de l'argent. Et de l'argent. Il y avait de l'argent dans la penderie et apparemment il n'y est pas. Après on n'a pas touché dessous. Mais... Une grosse somme? Dans les 1 000 €. Quoi. D'accord. Pour ces retraités, ce sont les économies de plusieurs mois qui viennent de s'envoler et les souvenirs de toute une vie. On ressent une grosse angoisse. Une grosse angoisse. Savoir ce qui s'est passé, comment, est-ce qu'ils vont revenir, est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'ils nous ont pris, parce qu'il y a beaucoup de biens qui... c'est pas tant la valeur, c'est la valeur sentimentale que représentait ce bien. Voilà pourquoi les gendarmes ont fait de ces cambriolages une priorité. Et il arrive parfois que ces malfaiteurs bien rodés commettent des erreurs. Bonsoir quand même, madame. Madame. Le lendemain, dans le même secteur, un nouveau cambriolage est signalé. Identique à ceux de la nuit, le 6e en 24 heures. Jérémy envoie des enquêteurs sur place. Et cette fois, ils auront plus de chance. Là, vous avez rien touché? Non, je n'ai pas touché ici. Dans cette maison, chaque meuble a été fouillé. Les cambrioleurs ont pris tout leur temps et ils ont emporté tous les bijoux de la famille. Mais cette fois, ils semblent avoir laissé des traces de leur passage. C'est vrai, je la prendrai. Hein. Laquelle tu vois là? C'est un petit doigt par contre. Non, mais dans le doute, vaut mieux prendre. Les auteurs, s'ils ne portent pas de gants, ça peut être le cas, laissent des traces avec leurs mains. On fait des recherches sur les matières qu'ils ont pu toucher, les boîtes à bijoux, etc., où ils ont forcément manipulé, pour voir si on trouve des empreintes digitales. Et même si les cambrioleurs portent des gants, ils peuvent laisser derrière eux de minuscules indices, un cheveu ou de la salive, qui contiennent leur empreinte génétique. Et sur des gants, on peut trouver aussi de l'ADN. Parce que bon, les gants, des fois, ils se baladent dans leur poche. Dans leur poche, ils mettent des fois leurs mains, etc. Donc on peut trouver de l'ADN même s'ils mettent des gants. Les gendarmes vont relever ici plusieurs empreintes digitales et des traces ADN. Un travail de fourmi qui finira peut-être par payer un jour. Ce matin-là, à quelques kilomètres de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, une importante interpellation se prépare. Nous, on va passer par là pour atterrir ici, tu vois. Mais le souci, c'est que là, il y a un séjour et là, il y a un séjour. Jérémy est accompagné de Mohamed, un gendarme du GELAC, le groupe spécialisé dans les cambriolages. Grâce à de l'ADN prélevé dans une autre affaire, il a identifié un suspect. On va chercher un individu qui a commis un cambriolage et donc il y a eu l'ADN de l'individu qu'on va chercher à 2 endroits. Jérémy espère que ces traces ADN vont porter un coup à ces vols à répétition dans la région. Dès qu'on le tape, c'est dans le top action. Vous resserrez le bouclage pour éviter qu'il y ait des fuites au niveau des fenêtres qui donnent sur l'arrière de la maison. Ouais, ça marche. Le suspect, âgé d'une vingtaine d'années, est déjà connu pour vol avec violence et recel. Voilà pourquoi les gendarmes de Saint-Maximin ont appelé en renfort cette unité, spécialisée dans les interpellations à risque. Jérémy se poste à l'arrière du bâtiment pour le cueillir en cas de fuite.
Ok, target interpellé. Une fois le suspect menotté, les enquêteurs fouillent la maison à la recherche de preuves, comme des objets volés lors du cambriolage. On va faire la perquisition. Seulement voilà, dans ce genre d'affaires, les suspects savent bien qu'il ne faut rien garder de compromettant chez eux. La perquisition ne donne rien, mais les traces ADN suffisent à impliquer le jeune homme, qui va devoir s'expliquer. C'est un sentiment un petit peu d'aller au bout des choses, quoi. Quand effectivement toute l'année on travaille sur les cambriolages et de pouvoir en résoudre, c'est plaisant, effectivement. Ces empreintes et ces traces ADN sont un atout essentiel pour les gendarmes. Dans les affaires de cambriolage, il est souvent difficile de trouver des preuves. En général, ce qu'ils volent, c'est des produits comme des bijoux, des objets multimédia qui sont revendus immédiatement derrière. Donc vous imaginez bien que c'est même pas la peine d'essayer de retrouver les objets, quoi. Au cours de sa garde à vue, le suspect reconnaîtra le recel d'objets volés, mais il niera avoir commis le moindre cambriolage. L'affaire n'a pas encore été jugée. L'enquête est toujours en cours pour tenter de retrouver un complice. 18h, les Parisiens sortent du travail. L'heure de pointe pour Yara et Moussa. Ok, bien reçu. Des gros bras à moto. Comme eux, 5 équipes sillonnent Paris, prêtes à intervenir dans n'importe quelle supérette de cette célèbre enseigne. Intervention au nord de l'avenue de Versailles. Donc une personne qui vient de voler, elle est encore dans le magasin. C'est parti, on y va. Sur la vidéosurveillance d'une supérette, des collègues viennent de repérer ce voleur en pleine action. L'homme a glissé quelque chose dans la poche de son blouson. En moins de 5 minutes, les 2 vigiles sont sur place. Donc ok, donc il a une doudoune noire. Le voleur est vite repéré. Oui, donc je le vois. Une personne de forte corpulence. Exactement, c'est bon, on attend qu'il sorte. Le client vient de passer les caisses et visiblement, il n'a pas tout payé. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous allez juste nous suivre s'il vous plaît au bureau. Vous allez nous suivre à l'intérieur s'il vous plaît, je vous en prie. Merci. Face à ces 2 colosses, l'individu n'oppose aucune résistance. On va prendre le ticket de caisse. Parfait. Donc je vais vous demander de me sortir ce que vous avez dans votre poche droite, là, s'il vous plaît. Déjà, j'ai ça. D'accord. J'ai ça. Pas de souci. Médicaments. D'accord, votre poche. Surprise, apparemment l'homme n'a rien d'autre dans la poche. Les 2 vigiles appellent leurs collègues de la vidéosurveillance. Oui, donc c'était pour savoir c'est quel objet exactement qu'il a mis. Subitement, le client retrouve la mémoire. Oui. Donc là, des petites olives provençales. Ok, parfait, c'est bon. C'est bon, on a trouvé l'objet. Donc vous l'avez pris dans le magasin? Ouais. Donc monsieur, c'est un vol, ça. C'est une connerie, ouais. C'est bon. Et pourquoi vous volez comme ça? Non, je l'ai pris comme ça, j'ai pas payé, voilà. On va voir avec le responsable, c'est le responsable qui décidera ce qu'il voudra faire avec vous. Pas question pour le responsable du magasin de fermer les yeux, même pour un article à 7 €. Est-ce que vous avez de l'argent pour payer, monsieur? Oui. Oui. Donc vous allez payer l'article? Oui. Vous avez des papiers sur vous? Le responsable relève son identité. 7,35 €, c'est le produit. Tenez. Lui fait payer l'article avant de mettre les points sur les i. C'est soit vous revenez plus dans le magasin, ou soit vous ne volez pas. La prochaine fois que je vous attrape, c'est que je porte plainte directement contre vous. D'accord. Là, pour information, là, je vais peut-être, ce soir, en fonction de ce que mon directeur va dire, j'irai peut-être au commissariat poser une main courante contre vous, avec votre pièce d'identité. Très bien. Je vous remercie, monsieur. Bonne journée. Je pouvais y aller. Le voleur, un habitué du magasin, fait son mea culpa. Pourquoi vous avez volé? Je sais pas, comme ça m'a pris, mais... Comme ça, par un... Ouais, comme ça. Voilà, en plus j'ai l'argent. On va vous accompagner, monsieur. En plus là, ça fait 16 ans que je viens ici, moi.
Vous êtes un habitué? Habitué, j'habite là. Les voleurs sont prévenus. Des vigiles mobiles peuvent leur tomber dessus à tout moment. Au revoir. Car en fait, ces supérettes sont surveillées en permanence. Pour le découvrir, il faut se rendre à 300 km de là. C'est depuis la région de Dijon que l'enseigne dirige ses patrouilleurs à moto. À la tête du dispositif, Alban. Et voilà comment il garde un œil sur les 250 supérettes du groupe à Paris. Bonjour. Salut les gars, ça va? Devant ce mur d'écran, une équipe d'opérateurs contrôle une douzaine de supérettes en même temps. Sur chaque écran, un magasin quadrillé par une vingtaine de caméras. Montre-moi le suspect sur les shampoings. Leur mission, repérer les vols en direct dans ces petites supérettes où bien souvent les caissières sont seules. Il n'y a pas de vigile, question d'économie. Là, il met des produits dans un sac, mais qu'est-ce qu'il va en faire après? Est-ce qu'il sort tout debout ou pas? Vous l'ignorez peut-être, mais quand vous faites vos courses, vous êtes observé. Car un voleur peut se cacher derrière n'importe quel client. Ça peut être de la mamie aux petits jeunes, en passant par un directeur d'une entreprise, une dame qui vit vraiment dans un milieu bourgeois. Il n'y a pas de profil. Pour nous, il n'y a aucun profil. Des clients qui passeraient presque inaperçus, comme dernièrement cet habitué. C'est un monsieur qui a 50-55 ans, très décontracté, avec un short, mais il a un petit caddie, ce qu'on appelle les petits chariots de course à roulettes. Apparemment, l'homme fait ses courses comme tout le monde. Voilà, là, il prend des sardines, là. Il prend 2 paquets, je crois, de mémoire. Là, il en prend 2. Hop, il les met dans le sac au fond. Tac. Et ça, c'est de la girole. Ça coûte très cher. Mais une fois arrivé en caisse... Et là, on voit bien que tous les produits de champignons, des sardines qu'il a pris, la bouteille de vin n'est pas passée sur le tapis de caisse. Et là, le petit chariot à roulettes, il est blindé de courses et que le client n'a pas vidé. Donc là, il y a au moins 7 ou 8 produits qui ne sont pas passés en caisse. Et pour passer son chariot bourré de produits, l'habitué utilise une technique bien rodée. Je pense qu'il est du quartier, il plaisante avec le salarié, le caissier, avec le client d'à côté. C'est une personne qui doit être connue du magasin, et pas pour vol, mais en tant que bon client. Il y a quelques jours, Alban a fini par repérer son manège. Ni vu ni connu, le bon client volait une dizaine de produits à chaque visite. Et c'est ces personnes-là, par contre, qui font le plus de mal. C'est ceux qui prennent un petit article de 2-3 euros, mais tous les jours. Ils prennent leurs aises dans le magasin et ils pensent que, vu qu'il est gentil avec tout le monde, que on va pas le surveiller et que voilà, il va pouvoir faire son acte tranquillement et en toute impunité. Le client chapardeur a fini par être interpellé. Tout le problème pour l'enseigne, c'est d'envoyer ses vigiles à temps. Là, on la voit bien. Car les voleurs ne se laissent pas toujours attraper facilement. Devant leurs écrans, ces agents de sécurité sont parfois impuissants. Je vous appelle car il y a un individu qui a mis des articles dans sa poche. Il y a quelques jours, dans l'une des supérettes de l'enseigne, les 3 employés n'ont rien vu venir. Donc on a vers 11h30 un groupe de jeunes d'une vingtaine de personnes qui vont s'introduire dans le magasin. On va voir, c'est assez rapide, assez violent. Ils vont arriver comme des balles. Ils vont prendre tout ce qui traîne autour d'eux et à l'entrée du magasin. On voit l'hôtesse qui essaye de s'interposer, très apeurée parce que c'est quand même un gros groupe. Elle prévient au micro, elle prévient son responsable, mais elle se protège, elle se recroqueville pour éviter de prendre des coups, pour éviter de prendre des coups de bouteille et autres, parce qu'on voit le grand avec la capuche grise qui fait effectivement les bouteilles qui passent au-dessus de sa tête. Et là, malheureusement, voilà, ils repartent et ça a duré 15 secondes. Face à une vingtaine de jeunes déchaînés, la caissière n'a rien pu faire. Donc, elle a eu les bons gestes, c'est de se protéger, de ne pas s'interposer, surtout pas. Et après, son responsable, voilà, une fois l'appel micro effectué, est arrivé. Mais l'employé a eu une très bonne attitude, c'est de se protéger et pas de se mettre en travers. Depuis, 5 de ces jeunes ont été retrouvés et jugés. Ils ont écopé d'un rappel à la loi. Comme souvent, le personnel reste en première ligne quand survient une agression. Versailles, à 20 km à l'ouest de Paris.
Pas très loin du célèbre château, dans un lieu dont elle préfère ne pas dévoiler l'adresse, la Fondation Assistance aux Animaux. François, 54 ans, y est enquêteur depuis 6 ans. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? François travaille sur une nouvelle affaire. Ce matin, il va montrer à Anne-Claire, la responsable de l'association, des photos inquiétantes. Il va quand même être nécessaire d'envisager quelque chose parce que quand je vous montre les photos, vous allez voir. Il soupçonne une habitante de la région de voler des chats et de les revendre. Ah oui, d'accord. Prétextant une visite de routine, il a pris ces clichés édifiants. Ça, ce sont des chats que j'ai vus dans la cave. Voilà. Là, ils sont désespérés, ils sont complètement... Du coup, ils sont tous dans des cages à lapins alors? C'est ça. Ouais. Et par contre, elle les vend 160 € ou 220 € selon le cas. Ok. Là, on est clairement sur du trafic. C'est un travail dissimulé en fait. Rien ne nous dit que un voisin n'a pas perdu son chat, que ce chat ne s'est pas retrouvé chez cette dame-là, revendu 220 € à la première personne qui payera pour l'avoir. Une activité illégale, des animaux maltraités. Pour Anne-Claire et François, il y a urgence à intervenir. Je vous appelle ce soir pour qu'on cale la date de rendez-vous. L'opération est prévue dans quelques jours. Et ils sont loin d'imaginer ce qu'ils vont découvrir. Le jour J, les 2 bénévoles se présentent chez la trafiquante présumée d'animaux de compagnie. Donc c'est le pavillon vert là-bas, à gauche. Ils sont équipés d'une caméra discrète. Bonjour. On voudrait vous parler, madame. Ils sont accueillis par une vieille dame qui n'a manifestement pas très envie de les voir. Elle affirme être persécutée par des voisins qui l'auraient dénoncée à tort. Qui c'est qui m'en veut à ce point-là? Personne, madame. Personne. Si. Hein? Il y a eu des dénonciations. D'ailleurs, les 2 qui vont porter plainte contre moi, parce que je sais qui c'est qui a porté plainte contre moi, il y en a une qui est partie et l'autre qui est morte. D'accord. Comme ça leur a pas porté bonheur. François et Anne-Claire parviennent quand même à entrer. Et dès le début de la visite, ils repèrent un animal en détresse. Les oiseaux n'ont même pas d'eau. Pour l'état de la cage. Mais plus aucune trace des chats. Alors ont-ils déjà été vendus? Moi, ce que je voulais voir avec vous, concernant les chatons là, que vous aviez ici, là, ils sont partis ou pas? Il y a beaucoup de chats. Il me reste plus que quelques-uns chats. Il me reste... Combien? On va vous suivre, hein? Pour en avoir le cœur net, Anne-Claire et François inspectent chaque pièce de la maison. Oula, il va falloir que je maigrisse, hein? Difficile d'imaginer que des animaux vivent dans un tel capharnaüm. C'est comme d'habitude, j'ai pas eu le temps de ranger. Je vois bien. Essayez de faire attention. Moi, je fais attention, madame, moi. Et dans cette cave, une scène franchement choquante. Salut, toi. Un chat enfermé dans une cage, et depuis très longtemps. Du coup, le chat qui est en bas, le gros tigré, là, ça fait combien de temps que vous l'avez, celui-là? Oh, ça fait... il va avoir 14 ans. D'accord, ça fait combien de temps, du coup, qu'il est dans la cage? Oh, ça fait 1 an, à peu près. 1 an dans une cage. Et c'est loin d'être le seul animal à subir ce genre de mauvais traitement. Et dans votre chambre, vous avez toujours autant de compagnons? Ah oui. Bonjour les minous. Bonjour. Dans cette chambre, 6 autres chats qui vivent dans des conditions tout aussi déplorables. La vieille dame affirme pourtant les soigner. Celle-là, là-haut, elle a un petit bobo sous le menton. Oui, d'accord. En dessous, il y en a une qui est prête à partir, mais elle n'est pas vaccinée. Et puis il est craintif aussi, hein? Non, il est pas Ça va? J'ai pas d'homme à la maison, écoute. Ah, c'est pour ça, d'accord. Et puis ces 2-là, ce sont 2 sœurs. Il y en a une qui est gentille et l'autre un peu moins bien. Ok. C'est tout ce que j'ai. Alors d'où viennent tous ces chats? Leurs maîtres sont-ils à leur recherche? François et Anne-Claire cherchent à savoir combien d'animaux sont passés par ici. Alors, donc, vous en êtes où, vous, avec vos placements, madame? Alors, le dernier est parti le 23 février, son frère d'ailleurs. 10 février, 2 février, 30 janvier. D'accord. Je suis une mini SPA, je sauve des chats pour les placer à des gens depuis des années. Je fais ça depuis 89. Ok. Très bien. Une mini SPA, pour les 2 bénévoles, il s'agit plutôt d'un petit business sordide. Et les preuves s'accumulent, comme cet album photo.
Ah, vous avez un album? Oui, je prends en photo les gens à qui je donne les chats. Voilà. Mais ils ont tous le sourire, vous leur demandez de sourire ou c'est automatique quand Non, même? c'est eux qui sourient. D'accord. C'est fou, vous trouvez tous ces chats dans la rue? Oui, madame. Oui, je trouve tous ces chats si c'est pas devant la porte. Mais comment vous savez que les chats n'appartiennent pas à des gens quand vous les retrouvez? Dans la rue, les chats, ils sont abandonnés, voués à une mort certaine. Bon. À l'entendre, elle consacrerait sa vie à sauver des chats. Sauf que dans un coin, François repère des tarifs qui en disent long. 160 € pour un vaccin qui coûte en moyenne 60 € chez un vétérinaire. Ah oui, bah vous n'avez pas augmenté? Je fais pas une fortune avec, je perds de l'argent plus qu'autre chose. Elle perdrait de l'argent, mais l'une de ses réactions va la trahir. Moi, madame, je vais être très très honnête avec vous. Là, vous encourez des poursuites. C'est quand même un comble de faire au mieux pour sauver des chats d'une mort certaine et d'être embêté. Et votre proposition, c'est quoi? Me prendre les chats? Alors oui, tout à fait, de prendre les chats, les ramener à notre refuge. Oui, mais moi, que je perds de l'argent, là, si jamais vous me... Vous venez de dire que vous faisiez pas ça pour... L'argent. Oui, mais enfin, j'ai pas les moyens financiers, parce que j'ai une petite retraite. Un complément de retraite, pas de quoi attendrir Anne-Claire. Elle fait pas ça pour l'argent, mais elle veut pas nous céder les chats parce que sinon elle va perdre de l'argent. Donc c'est quelqu'un qui sait très bien ce qu'elle fait, mais elle peut pas nous le dire parce qu'elle sait très bien que ce n'est pas légal en fait. Comme la vieille dame refuse de laisser partir les animaux, la responsable de l'association appelle du renfort. Oui, bonjour. Écoutez, on est chez la propriétaire et elle veut pas du tout négocier à l'amiable. Ok, très bien, merci. Quelques minutes plus tard, 3 policiers en uniforme viennent leur prêter main forte. Voilà madame, j'ai appelé mes collègues là qui sont là. J'ai vu la flic Africa y arriver. Vous allez nous donner les chats, madame? Donc là, on va les laisser faire, d'accord, madame? Oui. Furieuse, la vieille dame voit partir ses malheureux pensionnaires. Là, vous m'avez dégoûté à vie des gens. Je suis déçue par l'espèce. On prend les oiseaux aussi et le lapin. Ah non! Ouais, vous m'amenez avec les menottes aussi, non? Les menottes? Non. Bah si, je suis déçue, déçue. Oh oui, mon petit cœur, dis donc. Au total, l'association récupère 7 chats, un lapin et 2 oiseaux. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention, messieurs. Bonne fin de journée. Au revoir. Alors, ces chats ont-ils été volés? Et vont-ils pouvoir retrouver leur maître? Un seul moyen de le savoir. Au refuge de l'association, les bénévoles vont examiner chacun de ces rescapés avec ce petit appareil, un lecteur de puces. Elle est mise où? Sors. Depuis 2011, la loi oblige les propriétaires à identifier leurs chats et leurs chiens grâce à un tatouage ou une puce implantée sous leur peau. Je te laisse vérifier. Pas de puce. Malheureusement, cette loi n'est pas toujours respectée. Sur 6 chats retrouvés, aucune trace de puce. Le 7e appartient à la vieille dame. Si ça se trouve, c'est pas parce que ces animaux ne portent pas d'identification qu'ils n'avaient pas de propriétaire. Mais puisqu'il n'y a aucun moyen de remonter jusqu'au détenteur de l'animal, ils retrouveront jamais leur famille en fait, ces animaux-là. Ne pas identifier son chat, c'est prendre le risque qu'il disparaisse un jour et de jamais savoir en fait ce qu'il est devenu. Ces chats qui ne retrouveront jamais leur maître seront proposés à l'adoption. L'association va porter plainte contre la vieille dame qui leur infligeait de mauvais traitements. Elle risque 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Aujourd'hui, les délinquants de tout poil profitent de la moindre faille. Et ils s'adaptent même aux nouvelles technologies. Dans ce domaine, les voleurs de voitures viennent de mettre au point une technique redoutable. Paris, 11e arrondissement. À 42 ans, Silver est manager de profession. Mais ce jour-là, ça n'est pas avec son métier qu'il espère gagner de l'argent. Bonjour, Olivier. Enchanté. C'est Olivier. Enchanté, Silver. Donc c'est pour la voiture drag. Exact, oui. Silver va louer sa voiture à ce particulier. Olivier, un Québécois qui visite la France. Voilà, je vous donne les clés. Hop. Parfait, merci beaucoup. C'est la première fois que Silver rencontre Olivier et pourtant il n'hésite pas à lui confier son véhicule. Il lui explique même le mode d'emploi. Le frein à main, il est au pied, il est de ce côté-là. Avec les pieds, ça? Vas-y. Tu vois, et là il est enclenché et tu rappuies pour l'enlever. Très important, en cas de contrôle, les papiers sont sur dans la boîte à gants.
Il a toutes les infos pour partir sereinement et même moi je serais serein qu'il sache maîtriser le véhicule. Ce qui a permis à Silver d'entrer en contact avec Olivier, c'est l'un de ces sites très à la mode qui fleurissent sur Internet. Des centaines de véhicules que des particuliers mettent en location à des prix imbattables. C'est la première fois que je loue une voiture, c'est ma première fois que je suis en Europe. C'est moins cher que louer avec une compagnie. On peut échanger avec le propriétaire directement. Olivier va payer 15 € la journée pour cette voiture. Et pour le propriétaire, c'est un bon moyen de mettre du beurre dans les épinards. Ça génère un revenu d'environ 300 € par mois, ce qui est sympathique. Ça englobe en tout cas les coûts d'entretien du véhicule. Mais attention, il y a une petite subtilité. Voilà, merci. Silver va se montrer très attentif au moment de vérifier les références bancaires et l'identité d'Olivier. Et là, il me demande ton permis. Le permis, parfait. Alors je le prends en photo. Et sur ce permis, problème. Par contre, tu as marqué que c'était un permis français, c'est québécois. Une information erronée qui aurait pu coûter très cher à Silver. Car en cas de problème, l'assurance ne l'aurait peut-être pas remboursé. S'il y a un accident ou un accrochage, du coup, l'assistance et l'assurance vont vérifier que tout corresponde contractuellement. Parce que s'il y a un défaut, ils peuvent se dégager de toute responsabilité. En tant que propriétaire, je dois faire attention que tout corresponde, sinon c'est effectivement pour ma pomme. Et il y a pire que des dégâts matériels. Il y a le vol. Que se passe-t-il si Olivier ne ramène jamais la voiture ? Si jamais on me vole la voiture, c'est un fait, on est censé avoir vérifié toutes les informations. Après, si on se bloque à ce genre de choses, on ne fait plus rien dans la vie. En clair, en cas de vol, si les informations fournies par le locataire sont fausses, le propriétaire risque de tout perdre. Voilà. Hop, je valide. Et voilà, c'est terminé. Le contrat est fait. Et ça, il y en a un qui vient de l'apprendre à ses dépens. Villejuif, en banlieue parisienne. Aujourd'hui, Younes, 34 ans, roule sur ce drôle d'engin. Pourtant, il y a 2 ans, ce jeune ingénieur s'était offert la voiture de ses rêves. Alors c'est une voiture qui valait 30 000 €. C'était un Range Rover Evoque que j'avais acheté. Je voulais me faire plaisir. C'est un plaisir de courte durée. Qu'est-ce qui vous reste aujourd'hui de votre voiture ? Alors il me reste le plus important pour la démarrer, la clé et la carte grise. Voilà. L'idée de la mettre en location sur l'un de ces sites entre particuliers. Je me suis un petit peu renseigné, j'ai vu leur slogan principalement qui disait 100% assuré, 100% sécurisé, et ça m'a rassuré. Je l'avais loué pour une dizaine de jours, là, de mémoire. Sauf que cette location va tourner au cauchemar. Lorsque Younes se rend au point de rendez-vous pour récupérer son véhicule, personne. La personne avait coupé son téléphone, et là j'ai commencé à me poser des questions. Le jeune homme porte plainte, et après enquête, il apprend qu'il a été piégé par un escroc, un voleur de voiture à la technique imparable. En fait, il y avait une usurpation d'identité. La personne est arrivée avec un permis de conduire, une pièce d'identité dérobée. C'est ce qui a fait que j'ai pas pu retrouver ni le véhicule, ni la personne qui m'a dérobé. Là, c'était vraiment des professionnels qui ont profité d'une faille de la plateforme pour arriver à leur fin. Une catastrophe qui lui coûte 30 000 €. Son assurance refuse de le rembourser car il s'agit d'une escroquerie. Younes attaque le site internet en justice. J'ai attaqué et l'assurance, qui ne voulait pas me garantir le vol, et j'ai attaqué aussi la plateforme pour publicité mensongère. 2 ans après sa mésaventure, Younes a perdu son procès contre le site de location entre particuliers. Il n'a pas respecté les conditions générales d'utilisation et s'est montré imprudent, notamment en acceptant une caution en argent liquide. Attention donc à bien appliquer toutes les consignes lorsque vous utilisez ce genre de site. Sous peine de vous faire dérober votre véhicule par des malfaiteurs si aguerris que les forces de l'ordre ont dû créer des unités spécialisées pour les traquer. Ceux qui sont les mieux placés pour en parler travaillent à Pontoise, près de Paris.
Salut Nico. Salut Seb. Tu vas bien? Si tu veux, on peut regarder ensemble. Sébastien, adjudant de 50 ans, et Nicolas, technicien de 39 ans, connaissent mieux que personne les techniques des voleurs. Ils ont accepté de nous en dévoiler une qui fait froid dans le dos. Ce petit boîtier qui démarre n'importe quel véhicule récent une fois branché sur cette prise. Donc la prise diagnostique, c'est la prise qui est utilisée par le constructeur pour pouvoir identifier les éventuelles pannes sur le véhicule. Utilisée par les garagistes pour effectuer des entretiens, cette prise équipe toutes les voitures récentes. Et les voleurs s'en servent pour reprogrammer la clé. On prend une carte vierge, on l'insère, on appuie sur Start, rien ne se passe. On branche l'outil de reprogrammation de clé sur la prise diagnostique. Une communication est faite. On peut retirer l'outil. J'appuie sur Start. Le véhicule démarre. C'est aussi simple que ça. Les outils de reprogrammation de clé envoient des consignes en disant « La clé que je vais te présenter maintenant, c'est la clé qui est autorisée à démarrer le véhicule. » En France, 7 voitures sur 10 sont volées de cette manière. Une technique réservée à des malfaiteurs aguerris qui sont prêts à débourser une petite fortune pour se procurer ce fameux boîtier. On le trouve pour certains modèles un peu anciens, autour de 700 € et jusqu'à 15-20 000 € pour pouvoir faire une multitude de marques. Et une fois volées, ces voitures sont maquillées. Nouvelles plaques, nouveaux numéros de châssis. Chaque semaine, Sébastien et Nicolas partent à travers la France aider les brigades locales dans leurs enquêtes, équipés de leurs trousses à outils. C'est tout le matériel dont on peut avoir besoin pour travailler sur les véhicules. Du coup, on se balade avec quelques kits de serrurerie pour pouvoir ouvrir quand même les portières. On a un endoscope. Très utile, cette mini-caméra permet d'inspecter les moindres recoins d'un moteur. C'est des experts, quoi. C'est un peu la série Les Experts. Après, la durée, on n'est malheureusement pas limité à devoir réussir en 45 minutes. Des enquêtes qui durent parfois des mois. L'unité est appelée en renfort sur plus de 300 affaires par an. Ce jour-là, justement, Nicolas et Sébastien héritent d'un nouveau dossier. Alors les voleurs ont-ils utilisé cette nouvelle technique? À eux de le découvrir. Orléans, en région centre. Depuis quelques mois, des voleurs de voitures au style bien particulier écument les environs. Chez les gendarmes, c'est la section de recherche qui a pris l'affaire en main. Des enquêteurs qui travaillent en civil et ne montrent jamais leur visage. Comme Paul qui dirige l'enquête. On travaille sur un phénomène de vol de véhicules qui sont redécouverts après incendiés avec des pièces prélevées, multiples pièces mécaniques ou des pièces de carrosserie. Depuis des mois, ces images s'entassent sur son bureau. Des voitures calcinées, la signature de ces malfaiteurs. Et voilà leur mode opératoire. Cette équipe-là fonctionnait comme ça, ils dérobaient un véhicule à forte puissance, type sportif, et pour s'en servir, comme on appelle nous, en véhicule de guerre. C'est-à-dire que ce véhicule-là, ils partent avec, dérober les autres véhicules pour prélever des pièces. Des voleurs organisés et prêts à tout, qui auraient déjà une trentaine de raids à leur actif. Donc ça, c'est une cartographie générale des faits. Toutes les petites étiquettes correspondent soit à un vol, soit à une découverte de véhicules incendiés. Et on constate que géographiquement, tout est rapproché, quoi. Ce qui nous a permis de remonter sur une équipe et puis de travailler sur eux, quoi. Après des mois d'enquête, Paul a identifié une dizaine de suspects. Et il a trouvé leur adresse. Ce campement de gens du voyage qu'il a déjà survolé en hélicoptère brièvement pour ne pas éveiller les soupçons. On ne s'est pas attardé entre guillemets parce que l'hélicoptère se voit forcément, donc on ne veut pas attirer l'œil. On a des soupçons sur certains véhicules qui peuvent être présents sur le camp. Pour en savoir plus, une seule solution, se rendre sur place. Le genre d'opération risquée que les gendarmes mènent en général au petit matin. 4 jours plus tard, à l'aube, Paul a mobilisé une trentaine d'hommes. Parmi eux, Nicolas et Sébastien, les experts du plateau investigation véhicule. En théorie, là, il y avait un trafic, maintenant il a changé, il a un master, donc on l'enlèvera. Après, tout ce qui est outillage, vous saisissez... Outillage, ouais. Paul leur détaille son enquête. Nicolas et Sébastien sont chargés d'examiner les véhicules suspects.
dans le dispositif, donc on se met juste derrière vous. Ouais, voilà. Ok, pas de problème. Dans la nuit, le convoi s'élance. Pour ne pas laisser aux suspects le temps de réagir, les gendarmes espèrent les cueillir en plein sommeil. Sur place, ils s'introduisent dans le camp sans faire de bruit. Là, c'est bien, c'est calme. Il n'y a pas de bruit. Une fois les interpellations menées à l'abri des regards, Sébastien et Nicolas s'intéressent aux véhicules et aux pièces détachées. Très vite, ils découvrent ces moteurs dont les numéros de série ont été effacés. Si on commence à voir. Ah, mais c'est bon, ça apparaît, ça apparaît. Et avant même d'avoir examiné les véhicules, Sébastien repère certains détails qui en disent long. On a vu qu'il y avait déjà 3 moteurs qui étaient démontés. Après, on a vu un véhicule qui était désossé. On a vu une caravane qui, par rapport au numéro d'immatriculation, et qui date à peu près de 1998. La caravane est vraiment neuve, donc voilà, il y a des incohérences entre la plaque et le véhicule. Alors que le jour se lève, tous les véhicules suspects sont embarqués, direction un garage des environs, où ils vont être examinés sous toutes les coutures. Des dizaines de pièces et de voitures à inspecter à la loupe, les experts se partagent le travail. Au moins, ça fait 2 équipes. Eux travaillent de ce côté-là, nous travaillons là-bas. C'est aussi bien. Un travail de fourmi. Il faut vérifier que les numéros de série de chaque pièce sont bien d'origine. Car les voleurs savent s'y prendre pour brouiller les pistes. J'éclaire avec la lampe. On voit le numéro qui est rouillé. Ensuite, justement, on meulage. Là, on va essayer de révéler le numéro de série qui a été effacé pour maquiller le véhicule. À l'aide d'un acide, Sébastien et Nicolas tentent de faire réapparaître le numéro. Malheureusement, là, on n'arrive à rien faire remonter. Raté pour cette fois, le numéro a totalement disparu. Mais pour les enquêteurs, le vol ne fait aucun doute. De toute façon, le maquillage, il est fait. Donc ils ont retiré le numéro de série, ce qui n'est pas normal. Donc ça prouve bien qu'ils ont voulu maquiller une caravane qui était volée. Un premier véhicule maquillé, et c'est loin d'être le seul. Un peu plus loin, Nicolas en inspecte d'autres qui, eux aussi, semblent suspects. On essaye de trouver le numéro du moteur pour essayer de remonter son origine. Le problème, c'est que c'est des fois dans des endroits assez difficilement accessibles. Grâce à sa petite caméra, il plonge dans les entrailles du moteur pour retrouver les numéros de série. 060 343. Ouais, c'est bon, c'est ça. Ça correspond à la fiche constructeur. Certains numéros sont d'origine, mais très vite, de petits détails clochent. Toutes les caractéristiques du véhicule sont bonnes, le numéro de châssis est correct, les différentes plaques constructeurs sont correctes, sauf que le numéro moteur, lui, a été complètement martelé. Je pense que le moteur de ce véhicule-là a eu un problème. Ils l'ont échangé avec un moteur qui provenait d'un véhicule volé. Jolie prise ce jour-là pour les gendarmes, pas moins de 5 véhicules trafiqués. Les autres véhicules, on a remarqué que les véhicules en eux-mêmes étaient corrects, mais que le kilométrage avait été fortement baissé. C'est pour ça que je peux dire que c'est une très bonne journée pour les enquêteurs.